Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Aceasta va fi o a doua emisiune în franceză. Maintenant, je passe au français. Il y a quelques semaines, j'ai eu comme invité Barbara Cassin. Évidemment, on a parlé de rhétorique sophistique, philosophie, vocabulaire philosophique. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'avoir comme invité Pascal Bruckner, qui a publié une liste énorme de livres, mais là on va parler principalement de votre dernier livre, dont je tiens la traduction entre les mains, que j'avais lu en français. Je souffre, donc je suis. Et ce livre est paru à l'édition Treille. C'est dans une excellente traduction par ailleurs. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Là on est veillé, comme vous voyez, par un petit buste d'Homère. Et j'ai envie de commencer par les héros de Homère. Achille qui meurt très jeune et il ne se pense pas comme victime. Est-ce qu'il est victime de son propre héroïsme, comme on l'a dit il y a quelques années de quelqu'un qui avait fait preuve d'héroïsme, effectivement? Oui, alors vous faites allusion au colonel Arnaud Beltrame, qui, dans la ville de Trèbes, près de Carcassonne, avait pris la place d'une otage, une caissière, parce qu'un islamiste voulait l'égorger, et il a été tué à son tour, victime de son héroïsme, comme l'avait mis la mairie de Paris sur une première plaque qui a été enlevée ensuite à cause du tollé que ça a provoqué. Donc, chez Homère, non, la victime n'existe pas parce que le christianisme n'est pas encore apparu. Et donc, la catégorie de la victime est une catégorie issue directement de la tradition chrétienne qui elle-même a repris le complexe du serviteur souffrant dans le judaïsme. Oui, il y a dans Isaïe l'image du serviteur souffrant. Est-ce que Jésus est une victime? Non, c'est le Fils de Dieu. Ah. Donc, c'est le Fils de Dieu qui triomphe en étant humilié, crucifié, on lui crache dessus. Et c'est toute l'ambivalence du christianisme, c'est-à-dire que le plus bas sur terre deviendra le plus haut dans les cieux. Mais Renan, dans la vie de Jésus, dit de Jésus que c'est un héros. Ce que d'ailleurs Nietzsche conteste, n'est-ce pas, dans l'Antéchrist. Est-ce qu'on peut dire de Jésus que c'est un héros puisqu'il a choisi son sacrifice? Et vous dites, oui, il y a une ambivalence parce qu'en même temps, c'est l'agneau sacrifié. Oui, c'est l'agneau sacrifié. D'ailleurs, mon propre prénom, c'est Pascal, c'est la Pâque. Mais c'est un agneau qui porte à la fois la paix et la guerre, puisque dans les évangiles, on dit bien que le christianisme va triompher par le glaive, mais la victimisation contemporaine est une perversion du christianisme. Donc c'est une illustration de la fameuse phrase de Chesterton, « Le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles ». Et dans la victimisation, il y a eu une grande religion séculière qui s'est inspirée du christianisme, bien qu'elle soit athée, c'est le marxisme, puisque dans l'idéologie marxiste, la classe ouvrière, c'est l'incarnation christique de l'humanité, dont le sacrifice va permettre de créer une société sans classe, débarrasser de l'injustice, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, le marxisme est une hérésie du christianisme. Et la deuxième hérésie, aujourd'hui, pour moi, c'est le wokisme, c'est-à-dire c'est la consécration des minorités, alors LGBTQI, néo-féministes, racisés, en incarnation de la souffrance de naissance. Donc ces gens sont des victimes par la naissance et le resteront toute leur vie. Et donc c'est c'est une sorte de lointain rejeton du christianisme qui fait que nous considérons aujourd'hui les victimes comme étant des personnages quasi sacrés qu'il faut révérer. Et piétiner une victime, c'est se conduire de façon ignoble, c'est se conduire comme un barbare. Mais il y a une scène qui m'a frappé au cours de laquelle des Blancs wokisés, woke, avaient lavé des pieds de personnes de couleur.
Et évidemment, ça fait référence à Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Bon, sauf qu'il y a quand même quelques petites différences, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut explorer ces différences? Parce qu'effectivement, il y a une similitude. Comme vous dites, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. C'est une sécularisation du christianisme, c'est une variante séculière et en même temps exagérée, extrême. Mais qu'est-ce qui fait quand même que c'est en rupture aussi avec le christianisme? Oui, alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce geste? Pourquoi ces militants woke blancs ont fait la même chose que le pape avait fait à Lampedusa ou en Grèce, laver les pieds de migrants musulmans en signe d'expiation? Oui, mais est-ce que le pape n'imite pas Jésus? Est-ce qu'il ne fait pas de l'imitatio Christi? Voilà. Oui ou non? Oui, alors le pape, c'est son boulot. Oui. Les étudiants... Mais il ne fait pas un peu d'excès de zèle, ce pape-là? Oui, sur ce plan-là, oui. Le pape ne connaît qu'une catégorie souffrante, c'est les migrants. Il ignore les chrétiens d'Orient, les Arméniens, les chrétiens d'Afrique trucidés et persécutés. Le pape est monomaniaque, donc il n'a qu'une catégorie de victimes. C'est les migrants, et de préférence musulmans. Mais dans le cas des États-Unis, on est dans une cérémonie d'expiation après l'affaire George Floyd. Mmh. Et on voit ces énormes Afro-Américains se faire laver les pieds par des petits Blancs et les regarder avec un certain mépris. Et alors ce qu'on peut dire sur cette scène, c'est qu'elle est profondément contestable à mon sens, parce que ceux qui lavent les pieds des Afro-Américains ne sont pas ceux qui ont tué George Floyd. C'est aux criminels qu'il faut demander qu'il faut demander pardon. Enfin, il faut que le criminel demande pardon à ses victimes, mais c'est pas des anonymes dans la rue qui vont se sacrifier pour racheter le racisme, la ségrégation ou l'esclavage. Mais le propre du wokisme, c'est que la faute s'étend à l'intégralité de la race blanche sur Terre, de San Francisco à Vladivostok, et le malheur s'étend à l'intégralité des Africains, là aussi de San Francisco au Cap. Et donc, il y a une sorte de division du monde manichéenne, les méchants blancs et les bons noirs. Et ça, politiquement, c'est quand même un peu faible. Pour nous, Roumains, sans doute pour les Serbes, les Bulgares, les Grecs, les Arméniens, c'est assez frappant parce que nous avons fait pendant des siècles partie d'un empire esclavagiste. Qui a trafiqué des millions d'esclaves. Je parle de l'Empire ottoman. Et du coup, on se retrouve responsable du colonialisme britannique du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle. Oui, alors vous avez raison. Mais d'abord, le wokisme est une pensée politique faible, même un peu débile. Mais peu importe, ce qui compte, c'est la simplicité des slogans. Et ce qu'on oublie, c'est que... des rituels. Et des rituels, oui. Et donc, le colonialisme a été le fait de 8 grandes nations en Europe de l'Ouest, et toutes les autres ont été colonisées, esclavagisées, asservies, soit aux Ottomans, soit aux Habsbourg, soit aux Russes. Puis on oublie aussi, c'est il y a quelques années, dans une université du sud des États-Unis, on a voulu détruire la statue de Cervantes. Ça, c'est génial, oui. Et on oublie que Cervantes a été esclave 5 ans en Algérie, parce que l'esclavage, c'est aussi une pratique en Orient. Et il y a encore aujourd'hui en Afrique des catégories d'esclaves qui restent inférieures dans la société, notamment au Tchad, au Cameroun. Et c'est presque des esclaves rituels. Donc, effectivement, cette division du monde est absurde. Mais le wokisme ne marche que parce qu'il est fondé sur l'ignorance. Il connaît quelque chose, mais il connaît très peu de choses. Donc, et puis l'Europe de l'Est, ils ne savent pas ce que c'est. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'une femme comme Angela Davis, oui, qui a été l'icône de la gauche... Et qui l'est toujours. Qui l'est toujours, puisqu'aujourd'hui, Alain Mabankou, que je connais bien, qui est un bon copain, lui a consacré un livre comme si elle était une héroïne. Or, Madame Angela Davis était une grande amie de Honecker. Oui. Au moment de la guerre froide, et elle vomissait
Solzhenitsyn, Chalamov, Daniel Essiniavski, tous les dissidents russes, en disant qu'ils méritaient la mort parce qu'ils avaient trahi la patrie du socialisme et qu'ils préféraient les douceurs du capitalisme aux rudes réalités de l'URSS. Et qu'on vénère cette femme qui, par ailleurs, a des positions sur le judaïsme assez troublantes, ça fait partie de l'incompréhension du monde moderne. Oui, je suis exaspéré d'ailleurs de voir ces livres promus comme des livres formidables dans des librairies à Bucarest. C'est-à-dire qu'on a la mémoire courte. Oui, oui. Enfin, on n'a pas de mémoire. Oui, il y a une côté. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a ce côté culte de la mémoire et amnésie en même temps. Oui, c'est ça. Il y a le devoir de mémoire d'un côté, ce qui est très important d'ailleurs, mais aussi un côté amnésique. Oui, tout à fait. Il y a une hypermnésie sur les crimes que nous avons commis, parce que seuls les crimes de l'Occident sont mauvais, les autres sont excusables. On l'a bien vu avec le 7 octobre 2023, où le Hamas a été encensé par une partie de la gauche, mais ça va de pair avec une ignorance totale de l'histoire, des complexités, des rapports de force, des nuances. Et donc, il faut battre sa coulpe en tant qu'occidental, mais il faut ignorer la plupart des événements qui ont émaillé notre propre histoire et notre propre passé, surtout les pages les plus glorieuses de l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu que du sang et des larmes, il y a eu aussi des moments extraordinaires, mais ça n'existe pas, c'est gommé. Mais il y a une autre contradiction, apparente du moins, sur laquelle je voudrais qu'on insiste un peu. C'est-à-dire, d'un côté, on a, comme vous le dites vous-même, l'euphorie perpétuelle, le sacre des pantoufles, le devoir du bonheur, et en même temps, ce culte de la souffrance, cette fascination de la souffrance. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le culte de la souffrance vient d'un renversement d'un grand idéal en son contraire. Puisque le bonheur aujourd'hui devrait être accessible à tous sans obstacle, puisqu'il n'y a plus une classe sociale, un État, une religion qui nous interdit d'être heureux. Si je ne suis pas heureux, c'est de ma faute. Donc je dois en quelque sorte me corriger, me fustiger. Et donc les gens aujourd'hui prennent des coachs chez eux ou dans les entreprises. Il y a des Chief Happiness Officers qui veillent à la bonne intégration des salariés dans l'entreprise. Mais si, après tous ces exercices, après tous ces stages, souvent coûteux, tous ces coachs qui vous dirigent et qui vous apprennent comment devenir épanoui, heureux, vivre en harmonie avec la nature, le monde, et ne pas aggraver la dette climatique de la planète, si vous n'y arrivez pas, eh ben, c'est que quelqu'un doit être responsable de cela. C'est la phrase de Nietzsche, je souffre, quelqu'un doit en être la cause. Et donc l'appétit de bonheur ou l'appétit de félicité se renverse en son contraire, c'est-à-dire la certitude de vivre dans la souffrance, d'endurer des chagrins épouvantables. Et alors, ce qui a beaucoup changé depuis MeToo, c'est que MeToo dessine une famille des victimes, une sororité des plaintes. Et donc, les femmes peuvent se dire, moi aussi, même des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire par exemple de mon âge, revoient leur vie et disent et moi aussi j'ai été violée. Finalement, en 1970, quand j'ai connu ce garçon, il m'a peut-être lui aussi violée. Et elles rejoignent la grande famille des victimes qui ont été l'objet d'abus ou d'agressions sexuelles. Et celles qui disent moi non, comme Catherine Deneuve en France, Catherine Millet ou d'autres, sont vues comme des collaboratrices, des traîtres, des femmes qui sont passées dans le camp du patriarcat, parce que pouvoir s'agréger à la grande famille des victimes, c'est pouvoir être sauvé de son vivant. C'est une forme de salut laïque. Et donc, oui, moi aussi, j'ai connu dans mon enfance les flammes de l'enfer. Et puis là, je suis ressorti, et avec mes sœurs ou avec mes frères, je vis dans la communion des saints. Exactement, c'est l'équivalent de la communion des saints. Oui, exactement. Oui, c'est des niches
comme il y a dans les églises catholiques et orthodoxes, c'est des niches où il y a des saints, et on prie Saint Pancras ou Saint Joseph ou Saint ceci ou cela pour améliorer notre condition. Vous parliez plutôt du 7 octobre et vous dites dans votre livre que ça a été le grand coming out de toutes sortes d'antisémites qui maintenant s'expriment sans aucune retenue. Et récemment, j'ai lu dans le commentaire une lettre anonyme d'un normalien ou d'une normalienne, je ne sais pas, qui décrivait la cérémonie de fin d'année de 2024 avec des discours rituels d'allégeance à la cause du peuple martyr, du peuple victime des Palestiniens. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas formuler plein de critiques oui, bien sûr, à l'égard de Netanyahou. Mais il y a autre chose de grave et en même temps de drôle dans le style. Parce qu'il faut dire, là, on tient une bonne traduction en roumain, mais vous êtes un grand styliste de la langue française. Merci beaucoup. Et j'ai lu votre livre, comme d'autres livres de vous, avec un immense plaisir, parce que c'est drôle, c'est bien écrit, c'est frappant, il y a des formules frappantes. Je suis très touché. Vous parlez de la concurrence victimaire, et là, c'est un chapitre qui est drôle, mais c'est de l'humour grinçant. Oui. Parce que cette espèce de concurrence qui prendra la place des Juifs, et puis il y a ce désir de nier un peu ou de relativiser le génocide des Juifs pendant la guerre pour placer d'autres candidats à la place. Oui, c'est pas toi, c'est moi. Oui, exactement. La Shoah, c'est moi. Oui, alors c'est pas moi aussi, c'est que moi. C'est que moi, oui. Alors oui, alors par quoi commencer? Oui, le 7 octobre, effectivement, a été le point d'orgue de ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme vertueux, un antisémitisme moral qui existe au nom de l'autre. C'est-à-dire que s'il faut condamner les Israéliens et par contagion l'ensemble des Juifs, c'est parce qu'Israël est une colonie occidentale, raciste, qui opprime les Arabes. On oublie en passant qu'il y a 20% de la population d'Israël est composée d'Arabes palestiniens, et que donc on a raison en quelque sorte d'être antisémite. On a de bonnes raisons. Jean Kelevitch le disait déjà en 1973, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme démocratique au nom de la justice. Et donc c'est ça qui a changé, c'est que tout d'un coup, un tabou est tombé, et maintenant on fait allégeance, comme vous le disiez, à l'école normale supérieure, à un des partis politiques, le Hamas, dont personne ne voudrait en France, parce que c'est des brutes et des obscurantistes, mais on peut enfin prendre sa revanche sur la culpabilité que la France et d'autres pays européens on peut ressentir vis-à-vis de la communauté juive, et on efface 1940-1945, et on met à la place des Israéliens le Palestinien, qui est le nouveau paria et émissaire autour duquel le nouvel agneau que l'on va adorer, que l'on va révérer, et qui est innocent même lorsqu'il tue. Parce que c'est ça le fond du raisonnement. C'est-à-dire, même lorsque les gens du Hamas tuent, comme l'a dit Judith Butler, qui est pourtant juive, ils avaient des raisons pour cela. D'autres l'ont dit aussi, des années d'oppression ont rendu les gens fous, et par conséquent, même si c'est pas bien de violer, de tuer des bébés, au fond, ils l'ont bien cherché. Et donc c'est l'inversion de la religion victimaire en religion des bourreaux. Mais c'est des bourreaux, c'est des archanges, des bourreaux archanges qui ont les mains blanches, les mains pures, et à qui on ne peut rien reprocher, puisque de toute façon, ils sont porteurs de la justice. Oui, justement, ça, c'est quelque chose de très fort dans votre livre, le lien dialectique, je dirais, entre bourreau et victime. Là, on le voit très bien. Mais même dans le cas de Poutine,
même dans le cas de Poutine, qui est tout simplement un bourreau, voilà. Même là, il y a un discours victimaire. C'est ça qui est le comble. La puissance qui agresse, la grande puissance, au fond, qui agresse une autre nation, se présente comme victime. Il y a un discours, une rhétorique victimaire en Russie, et c'est le comble. Oui, ça c'est le génie de la propagande. On peut dire que l'URSS, contrairement à l'Allemagne nazie, a toujours fonctionné sur la rhétorique victimaire, puisque c'était le communisme était la religion de l'humanité. Les damnés de la terre. Les damnés de la terre. Et donc, si on contestait le communisme, on était un ennemi de l'humanité. Et donc, vous méritiez, sinon la mort, du moins le camp de concentration et la suppression de toutes vos libertés. Et Poutine est un héritier du communisme. Et donc, dès le 24 février, il a expliqué qu'il a attaqué l'Ukraine parce que l'Ukraine allait attaquer la Russie, que Zelensky voulait lancer une bombe atomique sur Moscou, que les Ukrainiens étaient des nazis. Et donc, lui, il corrige une injustice en envahissant les Ukrainiens, en fusillant, en tuant, en détruisant. Et cette rhétorique continue. Lavrov, Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, Poutine. Zakharova aussi, cette femme effrayante. Oui, oui. D'abord, on la trouve jolie, et après, on la trouve monstrueuse. Monstrueuse, oui, effectivement. Oui. Non, mais c'est une galerie de mafieux effroyables, mais qui sont en train malheureusement, peut-être de réussir, parce que l'Occident est trop faible. Et effectivement, à l'abri de cette rhétorique victimaire, ils expliquent aux Russes qu'ils ont là-bas, à Kiev, un noyau de nazis prêt à les égorger. Et donc, le peuple russe qui n'est pas éduqué et qui a une tradition millénaire de passivité, courbe la tête et dit oui. D'autant qu'en Russie, vous le savez sans doute aussi bien que moi, la guerre est un business. Donc chaque famille qui envoie son fils à la guerre reçoit, je crois, l'équivalent, si le fils est tué, de 120 000 euros, ce qui pour la Russie est beaucoup. Donc ils peuvent acheter une maison, une petite datcha, une voiture. Donc quand dans une famille nombreuse, il y a un fils qui part, on lui dit au revoir et merci pour le salaire que nous recevons éventuellement si tu es tué ou blessé. Et comme il y a énormément de morts, on parle entre 300 et 500 000 morts, et que pour les Russes, la vie humaine n'a aucune importance. Enfin, en tout cas, pour Poutine, Poutine a tout intérêt à ce que la guerre continue. Mais effectivement, donc le bourreau se déguise en affligé. Et donc, il a le droit de tuer en toute bonne conscience ceux qui s'opposent à lui. Et la farce continue. Vous brossez un portrait excellent de Poutine, comme un méticuleux bureaucrate, terne, médiocre. Alors sur Poutine, j'ai une anecdote que vous connaissez peut-être. Elle a été racontée par Otto de Habsbourg. Donc vous savez, Otto de Habsbourg, c'est le dernier descendant de la monarchie. Et quand Hitler pratique l'Anschluss en 1938 à Vienne, il est un des rares à partir. Il refuse de participer à la farce. Et il rencontre Poutine, ensuite il vit à l'étranger, il rencontre Poutine en 1990. Et dans une interview en français, parce qu'il parlait plusieurs langues, il dit « J'ai eu l'impression, face à Poutine, de reconnaître le même type de petit fonctionnaire enragé que j'avais connu avec Hitler avant la Seconde Guerre mondiale. » Et tout le monde s'est trompé sur Poutine. Évidemment, celui qui s'est le plus trompé, mais ça ne m'étonne pas, c'est George W. Bush qui a dit « J'ai vu dans l'âme de Poutine et j'ai vu un cœur débordant d'amour et de générosité. » Bon, je l'ai regardé dans les yeux. Oui. George W. Bush n'était peut-être pas un modèle de perspicacité psychologique. Non. Mais donc, effectivement, il y a quelque chose de glacial chez Poutine. Et il a aussi trompé Emmanuel Macron. Donc, on a vu Macron quelquefois ces dernières années. Et il nous a raconté que quand il était allé voir Poutine, c'était juste avant la guerre. C'était, je crois que c'est début février. Oui, effectivement. Poutine lui a juré la main sur le cœur, mais jamais nous n'envahirons l'Ukraine. Nous faisons des manœuvres militaires. Et 15 jours après, il envahissait l'Ukraine. Bon, Macron a eu la chance de ne pas être tué à Moscou, parce que quand même les méthodes du FSB sont plutôt expéditives. Mais
Donc 3 ans après, Macron remâchait sa rancœur en disant « il m'a trompé, il m'a menti effrontément ». Mais c'est la fameuse phrase je crois que c'est Solzhenitsyn, « Ils mentent, vous savez qu'ils mentent, ils savent que vous savez qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. » Ils mentent quand même, ils continuent. Ouais. C'est génial, c'est génial comme phrase. Metope. Emisiune réalisată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Et puis, Poutine, à mon sens, peut être compris le mieux à travers Gogol. C'est-à-dire que chez Gogol, le diable est médiocre. Et puis, dans quel livre de Gogol? Je pense aux âmes mortes. Oui, où c'est un embobineur. Exactement ce qu'est Poutine. Parce que vous dites, c'est un caméléon extraordinaire. Il a su tromper, pas tout à fait tout le monde, mais presque tout le monde. Il dit ce qu'on veut. Il a dit dans le passé ce qu'on voulait entendre. Maintenant, il s'en fiche. Donc, il y a cette capacité de dissimulation qui est aidée par sa médiocrité. Parce qu'avec des personnalités plus fortes, ça passe pas comme ça. Oui. Il y a cette médiocrité, cette mesquinerie qui fait partie du personnage. Et vous le dites aussi dans le livre. Oui, bien, oui. C'est ça, il a trompé. D'ailleurs, lui-même, je pense, a évolué. J'ai un très bon ami qui est philosophe, Luc Ferry, pour ne pas le nommer, et qui m'a dit, il a rencontré Poutine au début du siècle, il m'a dit, cet homme extraordinaire, il parle allemand, il m'a même cité Kant, et il adhère complètement à la philosophie des droits de l'homme et des Lumières. Alors je lui ai dit, vraiment, tu es sûr? Tu es sûr? Il m'a dit, oui, il a parlé en allemand, un très bon allemand, parce qu'il il a été agent à Leipzig. Et donc oui, alors évidemment, il change de couleur selon l'interlocuteur. Oui, et Luc Ferry n'est pas un naïf. Non, c'est plutôt quelqu'un de très intelligent. Mais aujourd'hui, il a changé d'avis, je pense. Mais là, aujourd'hui, Poutine ne cache plus rien, c'est un homme de guerre et qui réussit plutôt bien son alliance avec la Chine, avec la Corée du Nord et avec le sommet des BRICS, là, qui est hélas, c'est un succès. Mais il y a aussi une fascination pour Poutine. On le voit aussi en Roumanie, mais peut-être moins. L'idée qu'il faut un homme fort, un homme à poigne, un homme d'autorité qui incarne la nation, qui incarne le peuple, qui défende la nation. Et il y a une admiration pour Poutine dans certains segments de l'opinion française. À droite, pas mal à droite, à l'extrême droite, à gauche peut-être à gauche moins, mais à gauche il y a peut-être un autre facteur qui joue, l'anti-atlantisme. Oui, c'est ça. Mélenchon qui est contre l'OTAN, pour la destruction de l'OTAN. Or, ça veut dire tout simplement donner de la place à des gens comme Poutine. Oui, alors il y a longtemps que Emmanuel Todd demande à ce que la Russie devienne le nouveau parrain de l'Europe plutôt que Washington. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a cette caractéristique, c'est qu'il aime tous les dictateurs. Il aime Xi Jinping, Assad, Poutine, il aimait Chavez, Castro, Maduro. Donc il aime les hommes à poigne. Et donc il condamne l'invasion russe du bout des lèvres, mais il ne veut pas qu'on donne d'armes à l'Ukraine. Mais effectivement, Poutine fascine parce que un leader démocratique, c'est un leader qui est faible par nature. Quand le président de la République, après un attentat, dit « nous ne tolérerons pas cela », personne ne le prend au sérieux puisque ça va recommencer peut-être quelques jours plus tard, alors que Poutine fait ce qu'il dit et dit ce qu'il va faire. Et surtout, il brandit la menace et la mort. C'est l'homme qui peut condamner à mort d'une seule phrase, ce qu'en principe, les dirigeants démocratiques n'ont pas le droit de faire. Et alors, c'est à l'extrême droite que Poutine fascine. Il a fasciné le petit Zemmour. Zemmour était en extase devant Poutine. C'était l'érection permanente, si j'ose dire, l'érection spirituelle, bien entendu. Et Marine Le Pen aussi a eu... elle adore Poutine. La Russie une banque russe a prêté de l'argent à l'ex-Front National. Et Marine Le Pen, dans sa fascination des hommes forts, bon, c'est peut-être une projection oedipienne,
était allé aussi dans la Trump Tower à New York pour recevoir l'onction du président. Et Trump, qui ne connaît rien en dehors de son propre, de son propre domaine, avait envoyé un sous-fifre et on voyait Marine Le Pen qui attendait pendant des heures tout au sous-sol et comme une gentille petite fille cherchant le parrain qui allait redresser le pays. Oui, Poutine, c'est ça. Orban, j'avais rencontré Orban au début des années 90. Et c'était un tout autre homme. Ah ben, c'est un homme charmant, intelligent, brillant. Il voulait claquer la porte du XXe siècle, libéral. Non, quand je dis c'était un tout autre homme, c'est un caméléon incroyable. Oui. Il y a au moins 4 Orban différents. Ah bon, ça fait beaucoup. Déjà, un, c'est trop. Oui, au début des années 90, c'était un libéral. Oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré, c'était un libéral. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est, je crois, le démagogue le plus doué du continent européen. Il est formidable. Il est plutôt populaire, même s'il y a beaucoup de problèmes de santé et d'éducation en Hongrie. Mais lui, c'est le porte-parole de Poutine. Mais il y a un détail quand même au sujet de Marine Le Pen et Zemmour. C'est que au moment de l'invasion, Marine Le Pen a trouvé les mots justes et l'attitude correcte à l'égard de l'invasion, à l'égard des réfugiés ukrainiens, alors que Zemmour s'est entêté par désir de... comment dire de se distinguer. Oui, non. Il voulait être conséquent avec lui-même. Il voulait donner l'image de quelqu'un qui ne renie pas ses idées, qui va jusqu'au bout. Mais il est allé droit au mur. Mais oui, mais l'erreur de Zemmour, puisqu'on parle de lui, c'est quand il a gagné, il a eu un moment de popularité. Au lieu de s'associer avec Marine Le Pen et sa nièce, il les a insultées. Il a dit qu'elles étaient idiotes, qu'elles ne comprenaient rien. Et c'était une faute politique. Et après, il est tombé dans le purgatoire. Et là, il est en enfer. Il est fini. Je ne suis même pas sûr que sa propre femme, Sarah Knafo, va rester avec lui, tellement il est au-dessous de zéro. Donc... Et comme dans un sketch des Inconnus, ça ne nous regarde pas. Oui, ça ne nous regarde pas, exactement. Donc, oui, Marine Le Pen, évidemment, elle est plus politique. Donc elle sait très bien qu'il faut caresser l'opinion publique. C'est l'instinct féminin qui l'a aidé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que Bardella, donc son poulain, rejoint les rangs des pro-Poutine au Parlement européen. Donc il n'est pas du tout sensible à la question ukrainienne, ni à la menace que fait peser la Russie sur le destin de l'Europe de l'Est. Mais pour renouer avec le début de notre discussion, est-ce que Navalny est un héros? Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un martyr? Qu'est-ce que c'est? Parce que le destin de cet homme nous interpelle. Enfin, c'est héroïque. Est-ce que c'est christique? Est-ce que c'est un martyr? Il est retourné en Russie. Il savait qu'il allait mourir probablement. Comment expliquer un tel personnage? Je pense les racines de ce personnage résident dans la littérature russe. Il y a beaucoup de personnages, c'est un peu un starets, je ne sais pas si... Oui, des personnages, d'accord, mais lui, c'est un homme en chair et en os. Oui, donc il a eu un destin romanesque, puisqu'il a choisi de mourir en revenant dans son pays. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un saint? Quand je suis allé en Ukraine, j'y suis allé plusieurs fois depuis la guerre, j'ai remarqué que les gens détestaient Navalny parce qu'il avait appuyé l'invasion de la Crimée en 2014. Donc, il y avait un contentieux. Oui, nul n'est parfait et sans doute Navalny a fait des erreurs. Mais il n'empêche que le destin de cet homme est incroyable et puis c'est directement lié au thème de votre livre. Oui, non, c'est extrêmement courageux de sa part. Et il a préféré la symbolique à l'efficacité. C'est qu'il aurait été sans doute plus efficace en restant en Europe de l'Ouest et en se battant contre Poutine, mais il a voulu, en versant son sang,
il a voulu rester dans la mémoire comme le martyr de Poutine. Ça, c'est une vraie question. Si c'est moins d'efficacité, peut-être qu'il est plus efficace comme ça. Peut-être aujourd'hui, oui. Un martyr est plus efficace que quiconque. Peut-être. Oui, peut-être. Mais le pouvoir russe se moque complètement des... Oui. Et les Russes ne sont pas au courant qu'il est mort. Ils pensent qu'il est mort d'une maladie. D'un rhume. D'un rhume, oui. C'est comme Karamouza qui a été échangé, qui était sûr de mourir fusillé, et qu'on a extrait de sa cellule à 3 heures du matin pour l'échanger avec un vrai tueur russe prisonnier aux États-Unis. Mais non, symboliquement, c'est très fort. Mais le pouvoir n'en a pas été ébranlé une seconde. Et Poutine a dit qu'il ne savait même pas pourquoi l'autre était mort. Mais là, j'ai vu qu'on publiait en France des mémoires de Navalny, qui a choisi délibérément de mourir, effectivement. Qui est allé au sacrifice suprême en toute conscience. Et c'est un personnage héroïque peut-être, je sais pas. Dostoïevski en tout cas. Qui est une espèce de contrepoint par rapport à ce que vous décrivez dans votre livre. La victimolâtrie pleurnicharde. Oui, non, lui, c'est un homme qui endure. Il a souffert. Ça fait partie de ces personnalités très fortes, comme les Russes en produisent, Solzhenitsyn notamment, qui sont prêts à aller au bout de leurs convictions, au prix de leur existence. Et ça, aujourd'hui, dans le monde occidental, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Parce que pour nous, il n'y a rien au-delà de la vie. Alors, il y a parfois des gens qui risquent leur existence pour sauver un enfant qui se noie, ou une personne âgée dans un immeuble en feu, mais ce type d'héroïsme-là appartenait à la tradition catholique autrefois, mais il est peut-être plus présent dans la tradition orthodoxe aujourd'hui, je ne sais pas. On verra bien. Et ce qui est vrai, c'est que ce type d'héroïsme a été dévalué par le djihad. Il y a tellement de jeunes musulmans qui meurent en martyrs que le mot est aujourd'hui très péjoratif. Penser que Yahya Sinwar est un martyr, c'est quand même un peu fort de café pour nous. Très fort de café. Nous avons commencé par Homère. Et Navalny, comme Achille, comme Hector, est mort jeune. La belle mort et la mort du jeune héros. C'est ce que disait Jean-Pierre Verdon. Sauf que Hector meurt sur le champ de bataille, Achille également, alors que Navalny meurt dans une cellule crasseuse, dans le froid. Sordide, oui. C'est un héroïsme d'une autre facture. C'est l'héroïsme des zèques, des prisonniers des camps, des gens dans les camps de concentration allemands. Oui, c'est une autre facture. Il rejoint toute une tradition. La tradition justement de Chalamov, de Solzhenitsyn, de Daniel Essiniavski, que j'avais rencontré dans les années 80 à Paris. Donc c'est ceux que leur corps lâche, mais les idées qu'ils portent continuent à triompher au-delà de leur disparition. En fin de conversation, je me demande s'il n'y aurait pas besoin de restaurer le prestige des vertus antiques. J'ai écrit un livre sur Plutarque et je pense que la fortune de Plutarque est tout à fait révélatrice. Pendant des siècles, les vies parallèles de Plutarque étaient le livre le plus lu après la Bible. Après, il y a une éclipse de Plutarque. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de remettre en valeur ce genre de caractère fort, de personnel, de modèle? C'est un monde où on aurait besoin de modèles. Entre autres, on aurait besoin, je pense, d'un Solon, l'homme de la modération, celui qui disait « rien en excès, tout avec modération », parce qu'on vit une époque de radicalisation. Vous parliez de Judith Butler. Là, il y a un féminisme radicalisé. On évoquait Trump. Là, c'est un conservatisme radicalisé. Oui. Tout se radicalise. Et dans un monde où tout se radicalise, quel est encore le fond commun? Et je me dis qu'on aurait besoin d'un Solon pour restaurer
la modération, pour restaurer une politique sage, pour restaurer la concorde. Oui, mais on en est loin. Très loin. Non, ce qui est vrai, c'est que dans les études de philosophie, puisque vous êtes philosophe, le retour aux anciens est très marqué. Moi, je participe de temps en temps à une revue qui s'appelle Philosophie Magazine, qui est faite par des jeunes pour les jeunes. Et les journalistes qui travaillent là font toujours des numéros spéciaux sur Platon, sur Aristote, sur les présocratiques ou sur les philosophes latins. Et effectivement, on voit bien le post-christianisme dans lequel nous vivons, au moins en France, puisque le pays est très largement déchristianisé, a donné tout son espace à une sorte de religion de la pitié, de l'apitoiement, un sentimentalisme un peu mou, où l'émotion prime sur la raison. Et donc, au nom de l'émotion, on a le droit à tous les excès, parce que précisément, l'être homme ou femme devient un être larmoyant. Et donc, c'est peut-être un héritage lointain et posthume de Jean-Jacques Rousseau, qui vaut évidemment beaucoup mieux que ça, parce que c'était quand même un génie, mais qui l'a emporté en ce sens sur Voltaire, qui est plutôt le bel esprit moqueur et ironique, alors que Rousseau prêche la religion du cœur. Or, le cœur doit sangloter. S'il ne sanglote pas, il n'est pas le cœur, et donc il est un être cruel. Et l'excès accompagne curieusement le sentimentalisme. De même que Kundera expliquait que le lyrisme est la poésie des régimes totalitaires. D'ailleurs, Robespierre est un grand lecteur de Rousseau. Oui, et le sentimentalisme larmoyant n'excluait pas le terrorisme d'État. Oui, oui, tout à fait. Mais Robespierre était très cultivé. C'était un homme qui avait donc toute une culture classique que nous n'avons plus aujourd'hui, que nous avons perdue. Et donc, la paix. Mélenchon voue une grande admiration à Robespierre. Oui, voilà. Mélenchon se prend pour Robespierre et Macron pour Jupiter. Mais Robespierre avait des lettres et Mélenchon, c'est plutôt une culture de la Troisième République. Il connaît quelques auteurs, mais ce qui le meut, c'est sa propre colère, sa propre rage, sa volonté de revanche sur les caciques du Parti socialiste qui l'ont snobé pendant tant d'années. D'abord Mitterrand, qui le prenait pour un imbécile, et Lionel Jospin, qui lui a confié un secrétaire d'État à l'enseignement technique, mais jamais plus. Et là, Mélenchon, c'est comme Poutine, c'est le récit d'une revanche. Bon, là, il a choisi l'islam radical. Je ne suis pas certain que c'est une option viable. Et son air de reconnaissance ne cesse de se rétrécir. Mais il n'empêche qu'il existe. Qu'il est quand même, il fait partie du paysage politique. Et effectivement, il adore Robespierre. Et il a réhabilité à plusieurs reprises la guillotine, la nécessité de la terreur, et qu'une révolution, c'est d'abord le sang qui coule. C'est pas du tout le triomphe des opprimés. Il faut tuer. Après, on se sentira mieux. Mais j'ai envie de vous demander en fin de discussion, est-ce que vous ne craignez pas, enfin visiblement vous ne craignez pas, mais je pose quand même la question, que vous soyez vous-même victime de votre héroïsme comme le colonel Beltrame, c'est-à-dire victime du courage de dire des choses pareilles? J'y pense pas. J'ai eu beaucoup d'insultes dans la rue, mais il y a 7-8 ans. Pour quelle raison? Parce que j'avais publié un livre sur l'islamophobie. Ah oui, effectivement. Et donc, on me demandait combien ils t'ont payé les Juifs, arrête de parler de l'islam, sinon, etc., etc. Mais j'ai jamais été sous protection policière. Et non, je suis plutôt insouciant. Et j'ai l'impression de vivre sous la baraka. Vous savez, baraka, oui, c'est le mot arabe que j'aime beaucoup. Shkoumoun et baraka, je trouve que c'est deux mots magnifiques. Mais bon, on va pas arrêter. C'est trop tard. Je ne vais pas maintenant commencer à rentrer dans mon terrier en disant pardon. Non, je plaisantais. C'était une question juste pour vous. Non, mais je sens parfois des. Oui, dans la rue, parfois on m'insulte, mais on félicite aussi. On me traite de sale sioniste, alors que je ne suis pas juif du tout. Oui, et ça c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que vous êtes juif. Ouais, et quand je dis mais non, je ne suis pas juif. J'ai vécu dans le bénitier depuis que je suis tout petit.
les gens me disent, mais c'est pas grave, si vous voulez pas le dire, on comprend parfaitement, on respecte ça. Bon, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est drôle, d'où leur vient cette idée? Alors, c'est le nom allemand, puisqu'on est d'origine autrichienne. J'ai parlé l'allemand avant le français quand j'étais enfant. J'étais dans un Kinderheim parce que j'avais attrapé un début de tuberculose. Et c'est parce que j'ai écrit avec Finkielkraut. C'est à cause de Finkielkraut. Finkielkraut, mais aussi les nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann. Donc on nous a mis dans le même panier. Oui, exactement. Et dans ce panier, et donc quand j'étais jeune, les journaux parlaient des intellectuels juifs français, et j'étais dedans. Et mon père, qui était un antisémite forcené, était foudrage. Donc il écrivait des lettres en disant... Bruckner sans umlaut, c'est protestant. Bruckner avec umlaut, c'est juif. Enfin bon, personne ne comprenait de quoi il parlait. Et donc, ça a été une grande blessure narcissique pour lui, de voir ce fils qu'il espérait transformer en arien, être judaïsé. Mais ça m'était arrivé. Vous permettez juste une petite seconde. Parce que j'étais dans un Kinderheim, dans le Kleinwalsertal, dans le Vorarlberg, la partie occidentale de l'Autriche. Et un jour à Noël, mes parents étaient venus me voir. Et un homme qui était un nostalgique sans doute du Reich, c'était en 55-56, m'a regardé et m'a dit « Du bist ein Jude, du hast die Nase eines Judes ». Et ça avait rendu mon père foudrage. Il avait presque frappé et j'ai vu le moment où mon père allait me déculotter pour prouver que je n'étais pas un juif, mais que j'étais un arien. Une histoire très étrange. Mais bon, ça forge des récits pour la famille. Oui, c'est-à-dire que c'est ce genre d'histoires qui sont à la fois très drôles et affreuses. Extrêmement, oui, affreuses en même temps. Oui, c'était affreuse. Mais enfin bon. D'ailleurs, beaucoup de choses que vous évoquez dans votre livre sont en même temps drôles et affreuses. Oui. Mais ça, c'est la vie. Je pense que notre monde aurait besoin, en plus d'un Solon pour nous modérer, d'un Aristophane. Parce que on peut écrire des essais brillants sur les stupidités contemporaines. Mais on aurait besoin d'un Aristophane pour qu'on rie à gorge déployée de toutes ces conneries qui viennent l'une après l'autre. Mais en France, il y a des humoristes qui se moquent du wokisme, du politiquement correct. Mais il y en a, heureusement, des jeunes. Mais c'est pas Aristophane, effectivement. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir. Voilà, avec ces mots, on peut clore notre discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ce fut un énorme plaisir. Moi aussi. Et je recommande à ceux qui nous écoutent et qui nous voient de se précipiter dans les librairies pour lire ce livre magnifique, Sufer deci exist, Portretul victimei ca erou, la editura 3. Et je vous donne rendez-vous, en român, săptămâna viitoare, tot așa la ora 2 la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.